Nous sommes le jeudi 27 décembre. Bienvenue à toutes et à tous dans ce principal rendez-vous de l'information dont elles sont les principaux titres. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu ce matin une délégation du Fonds saoudien de développement conduite par le vice-président. Également dans l'actualité internationale, cette visite surprise du président américain Donald Trump en Irak. Voilà pour les titres, bienvenue sur Télé Djibouti. Le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu aujourd'hui une délégation du Fonds saoudien de développement conduite par le vice-président et membre permanent du Fonds Khaled Suleiman Al-Khudairi. Les deux parties ont évoqué divers sujets d'intérêt commun. Ensuite, à l'issue de l'entretien, le ministre de l'économie et des finances et le vice-président du Fonds saoudien Khaled Suleiman ont procédé à la signature d'un accord concessionnel de 120 millions de dollars, dont 40% de ce montant est un don. Ce financement est destiné à la réhabilitation de la route Djibouti-Kalafi qui va desservir l'Éthiopie dans le cadre du renforcement du corridor djibouto-éthiopien. On a assisté également à la cérémonie de signature de ce mémorandum de le ministre des Transports et de l'Équipement, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, le conseiller du président pour les investissements, Fahmi Al-Hag, et le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs. Eh bien, nous revenons à cette signature entre le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, et le vice-président du Fonds saoudien Khaled Suleiman, qui ont procédé à la signature de cet accord concessionnel de 120 millions de dollars, dont 40% de ce montant est un don. Cette cérémonie est intervenue en présence du chef de l'État, Ismaël Marguerite. Dans une interview accordée à la chaîne nationale, le vice-président du Fonds saoudien pour le développement, Khaled Suleiman, a réitéré l'engagement et l'appui du Royaume d'Arabie saoudite à la République de Djibouti. Il a en outre encouragé le gouvernement djiboutien à aller de l'avant et à poursuivre ses efforts dans le processus de développement et du progrès du pays. Il s'est enfin déclaré ravi d'avoir pu rencontrer le président de la République et de pouvoir s'entretenir avec lui de plusieurs sujets d'intérêt commun. Le vice-président du Fonds saoudien de développement a assuré que le fonds sera toujours aux côtés de la République de Djibouti. Interrogé à son tour sur la signature de cet accord concessionnel, le ministre de l'économie et des finances chargé de l'industrie, M. Ilyas Moussa Dawale, a exprimé ses vifs remerciements au Royaume d'Arabie saoudite. Écoutons. On a aujourd'hui l'honneur de la visite du vice-président du Fonds saoudien de développement, qui est en même temps le directeur général du fonds. Et nous sommes très heureux de signer aujourd'hui, sous la présidence de son Excellence, M. Ismaël Marguerite, un financement concessionnel de 120 millions de dollars qui va nous permettre de construire rapidement le principal axe reliant la République de Djibouti et l'Éthiopie. Vous savez très bien que depuis quelques années, sous le leadership du président, beaucoup d'efforts sont mis pour permettre à Djibouti de jouer les principales hubs logistiques et commerciales de toute la région de cette partie de l'Afrique. Et beaucoup d'infrastructures portuaires ont été construites, y compris avec l'aide du Fonds saoudien de développement pour ce qui concerne le port de Tadjoura. Et donc tous ces ports doivent être opérés de façon très efficace et efficiente grâce à la capacité de Djibouti à se connecter, à être le pays le plus connecté du principal marché de l'Afrique de l'Est, ou en tout cas de la Corne de l'Afrique, en l'occurrence l'Éthiopie. Mais ce n'est pas l'Éthiopie, c'est au-delà de l'Éthiopie également. Et ce projet va nous permettre encore de rendre plus efficace le port de Djibouti, parce que cette route qui a été usée, vraiment épuisée à cause du trafic qui est très lourd sur ce corridor, de pouvoir le reconstruire et ensuite nous permettre d'avoir un transit time ou un délai de transit le plus court possible, avec la reconstruction de la frontière des infrastructures
frontalière à Galafi. Ça va nous permettre de rendre la place de Djibouti comme la place de choix de cet ensemble de l'Afrique de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Nous remercions le vice-président du conseil d'administration du Fonds saoudien de développement ainsi que le directeur général. Et le président de la République a naturellement remercié chaleureusement et a également transmis ses salutations et sa fraternité au roi Salman Abdelaziz, Hafidahullah, et le prince héritier, Waliul Ahd, Mohammed Ben Salman. Voilà ce qui a été aujourd'hui conclu. Également, le président de la République, Ismaël Marguerite, a reçu aujourd'hui au palais présidentiel les lettres de créance du nouvel ambassadeur de Turquie accrédité à Djibouti, Salim Levent Saunkawa. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le nouvel ambassadeur de la République de Turquie s'est dit réjoui de sa nouvelle mission qui contribuera à renforcer les relations qui existent entre la Turquie et la République de Djibouti. À cette cérémonie de présentation de mes lettres de créance, je tiens à vous remercier de m'avoir reçu dans un délai si court suivant mon arrivée à Djibouti. Je me permets de transmettre les vœux les plus sincères de bonheur et de prospérité du peuple turc au peuple djiboutien. Les deux peuples sont unis par des liens forts d'amitié et de fraternité. La Turquie et le Djibouti constituent deux piliers de paix et de sécurité dans leurs régions respectives, ce qui apporte un aspect additionnel aux proches relations de nos deux pays. La Turquie apprécie et poursuit avec une grande attention le rôle important que Djibouti joue comme un facteur de stabilité sous votre éminente direction, Monsieur le Président. Étant un État de démocratie jouissant des libertés fondamentales, le Djibouti constitue aussi un exemple non seulement pour sa région, mais aussi pour l'Afrique en général. Particulier que j'accepte les lettres de créance par lesquelles mon frère et homologue Recep Tayyip Erdogan, le président de la République de Turquie, vous accrédite en tant qu'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire à Djibouti. Le chef de l'État a précisé également qu'il accepte les lettres de rappel de votre prédécesseur qui a beaucoup contribué au raffermissement des relations traditionnelles et de coopération entre la Turquie et la République de Djibouti. Cette remise de lettres de créance s'est déroulée en présence du chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf. Autre actualité de ce 22h, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a reçu dans son cabinet le professeur Güven Sak, recteur de l'université Top. Ce dernier était à la tête d'une forte délégation. La rencontre vise à faciliter l'envoi d'étudiants djiboutiens dans cette université. Cette délégation de l'université Top vient à Djibouti pour la première fois afin de rehausser la coopération bilatérale. Le recteur de l'université, le professeur Güven Sak, a remercié les responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour l'accueil et l'hospitalité qui lui a été réservée à lui et à cette délégation. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a mentionné dans son intervention que cette rencontre symbolise les liens d'amitié existants entre les deux parties. Dans le cadre d'une visite de travail à Djibouti, le directeur général des Ondes franches de la Turquie, Ugur Özdork, accompagné du nouvel ambassadeur de la Turquie, accrédité à Djibouti, Levent Saunkawa et 4 autres experts dans le domaine commercial ont effectué des immersions successives dans les installations du port polyvalent de Doralé et celle de la zone franche internationale de Djibouti, inaugurée le 5 juillet dernier par le chef de l'État. Conçu pour attirer des entreprises manufacturières, des services financiers et de nombreuses autres entreprises, la zone franche internationale de Doralé, OPK 23, a vu croître depuis son inauguration en juillet dernier le niveau de demande. En effet, outre son statut de la plus grande zone franche du continent africain,
Djibouti International Free Trade Zone possède toutes les caractéristiques propres à une zone franche moderne. Puis, en fin de matinée d'hier, ils ont été reçus par le président de l'autorité des ports et des zones franches, Aboubakar Omar Hadi. Lors de cet entretien, ce dernier lui a présenté l'ensemble des projets d'infrastructures portuaires, aéroportières, routiers et ferroviaires dans la couverture sierra nationale et régionale. À l'issue de la rencontre, le directeur général des zones franches de la Turquie et ses accompagnateurs semblaient être convaincus pour explorer les opportunités d'investissement en République de Djibouti. Tôt dans la journée d'aujourd'hui, le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, s'est envolé à bord de l'hélicoptère militaire Écureuil pour se rendre à l'école militaire du président Al-Hajj Hassan Goulet Abtidon, rahimahullah, al-Hol, dans le district d'Ali Sabiye. Cette visite du général Zakaria Cheikh Ibrahim coïncidait avec la fin de formation de 400 jeunes recrues, hommes et femmes, récemment enrôlés dans les forces armées djiboutiennes. Dans son déplacement, le chef d'état-major général des armées était accompagné par le général Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la défense, et le colonel Abdillahi Hadi, directeur général de la police nationale. Abdillahi Abdi Farah, de la police nationale à la descente de l'hélicoptère. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim était accueilli par le chef du bataillon, Mohamed Jam' Qayyad, commandant de l'école militaire du président Hassan Goulet Abtidon de Hol. Aussitôt, le SEMGA s'est dirigé vers le piquet d'honneur dressé en son honneur pour les saluer. Ont participé à cette cérémonie de fin de formation les grands responsables des forces armées djiboutiennes, le sous-préfet de la localité de Hol ainsi que le Okal et les notables de cette localité. Après les honneurs, le général Zakaria Cheikh Ibrahim, avec la délégation qui l'accompagnait, a procédé à une visite guidée du camp pour s'acquérir des nouveaux changements opérés. C'est ainsi que le SEMGA a inauguré un bâtiment à rez-de-chaussée comprenant 2 nouvelles salles de cours. Des personnels instructeurs des services de la vie courante du quartier afin de donner de la qualité à l'instruction. Également, la mise en formation de ces mêmes instructeurs en collaboration avec nos partenaires, en particulier les FFDJ et donc les instructeurs de l'État du Kentucky. Je remercie au passage le directeur des relations internationales pour le soutien et la mise à disponibilité des personnels du Kentucky. Le général du corps d'armée Zakaria Cheikh Ibrahim, chef d'état-major général des armées, a procédé à la revue des troupes de l'ensemble des stagiaires présents à la place du rapport, puis a salué la tribune où étaient installés les officiels, aussi bien militaires que civils. Le colonel Mohamed Ouaïs Abane, président de la commission du stage CM1, et le lieutenant-colonel Mohamed Ari Abtidon, président de la commission du stage CME, ont chacun à son tour procédé à la proclamation des résultats.
Ainsi, cette cérémonie a été l'occasion de primer les lauréats qui ont su se démarquer durant la formation. C'est avec beaucoup de fierté que le CEMGA a décoré le majeur de la promotion de chacune des 3 formations en les promouvant à titre de mérite au grade supérieur. Classement général des stagiaires. J'appelle du premier des stages CM1. Première, Yahya Abdussalam Hussein avec moyen 16,7. Ce stage a duré 3 mois, du 1er septembre au 18 décembre. Ceci se compose des catégories de militaires, donc 176 militaires Meskira et 99 militaires Bevat. On a achevé la proclamation le 10 premiers de chaque catégorie. Je vous rappelle, en commençant par la gauche, première, Deka Othman Daoud. Très satisfait des résultats obtenus, le CEMGA a félicité l'ensemble des stagiaires pour leur parfaite tenue tout au long de la formation et l'image de notre institution qu'ils ont su montrer, a-t-il précisé. Le général Zakaria Cheikh Ibrahim a rappelé aux stagiaires le principal objectif de ces formations qui consiste à mettre en valeur et à améliorer les rendements des personnels militaires en leur apprenant les techniques nécessaires et les aptitudes intellectuelles. Le chef d'état-major général des armées a souligné que ces formations s'inscrivent dans le cadre de la politique de formation continue au profit de l'ensemble des personnels militaires. Ainsi, ces formations permettront à nos jeunes soldats de s'acquitter de leurs tâches avec compétence et efficacité, a-t-il martelé. Écoutons à présent l'allocution du chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakaria Cheikh Ibrahim. C'est pour moi une grande satisfaction de présider cette cérémonie militaire qui nous réunit à ce jour du 27 décembre 2018 à l'école militaire Président Goulet. Cette cérémonie marque la clôture de 3 formations composées de 2 stages, certificat militaire élémentaire CME, et d'un stage de certificat militaire premier décret CM1 s'inscrivent à une étape importante dans le cadre de rajeunissement de nos militaires. À cette occasion, je tiens d'abord à remercier les autorités et les notables locaux qui nous ont fait honorer de leur présence. Cela prouve une fois de plus l'attachement et l'amitié que vous portez envers vos militaires et aux valeurs de notre pays. Le principal objectif consiste à mettre en valeur et à améliorer le rendement de nos personnels militaires en leur apprenant les techniques nécessaires et les aptitudes intellectuelles et physiques requises pour occuper les responsabilités qui leur seront confiées. Au cours de votre formation au sein de l'école militaire, vous n'avez ménagé aucun effort pour rehausser votre rang de subordonné, qui est la chefferie ouvrière des forces. Vous ne devez en aucun cas manquer à vos obligations avant que vous arriviez à occuper sérieusement votre place dans vos unités. Mes vifs remerciements vont également au commandant de l'école militaire, le commandant Mohamed Jama Khayyad, et l'ensemble de ses cadres, ainsi que les instructeurs qui ont été à la hauteur de leur mission. Enfin,
Une chose que je ne cesserai de repérer à vous tous, c'est notre unité nationale. Inkitino وكلمة أبر مقالة مقا كوباد وإنكتينو مقا كوباد ومدنمو مقا كوباد والوحدة مقا كوباد وإنيتين Sous l'égide du secrétaire général du ministère du Travail chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed, l'Institut national d'administration publique, l'INAP, a clôturé ce matin une formation de rédaction et communication administrative. La cérémonie de clôture de cette formation s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif chargé de la réforme de l'administration, Mohamed Awale, et le directeur des ressources humaines du ministère du budget, Mohamed Ahmad, ainsi que le directeur général de l'INAP, Sharmar Idriss. Cette formation a été animée par un expert djiboutien, en l'occurrence Dr Abdelkader Ahmad. Elle a duré 5 jours du 23 au 27 décembre. Pour m'avoir convié à cette cérémonie de clôture de cette formation destinée à la rédaction administrative. Comme vous le savez, l'administration communique par l'écrit, elle a son jargon et son langage. Pour bien remplir sa mission, l'administration doit se faire comprendre de l'usager. Un courrier bien rédigé est la garantie d'une bonne communication. Les méthodes et conseils pour rédiger correctement nécessitent un apprentissage et une initiation. C'est précisément l'objet de la formation qui vous a été dispensée. Ces techniques sont particulièrement utiles aux agents qui débutent leur carrière. J'espère que avec les acquis de cette formation, vous allez améliorer vos capacités rédactionnelles. Je vous emmène dans le sud du pays, à l'Essabier, où l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD, en partenariat avec l'HCR et l'ONARS, ont organisé une campagne de sensibilisation de la lutte contre les violences basées sur le genre au sein des villages, des localités d'Ali Adé et de Hol Hol. Journée dédiée donc à la lutte contre les violences basées sur les genres qui ont marqué plusieurs activités, à savoir une marche pour combattre les termes des violences basées sur le genre, puis des séances importantes comme des chants, des poèmes, des théâtres sur le thème de cette campagne, mettre fin à la violence à l'égard des femmes et filles. Quelques intervenants ont également marqué avec des interventions. On prit part à la cérémonie de le sous-préfet de la localité de Ali Adé, Shabaan Dahir, le chargé du programme de l'UNFD, Moumin Adan. Pour accompagner ces efforts, l'UNFD s'est engagé à réaliser une journée de campagne afin qu'elle puisse jouer un rôle majeur dans la lutte contre les violences basées sur le genre. L'UNFD est conscient qu'aucun pays ne peut progresser si les femmes et les jeunes filles se sont marginalisées et sujettes à la maltraitance. Et au nord du pays, cette fois, Hayoub, les sites techniques de cette région, a lancé le 23 décembre dernier des formations techniques au profit des jeunes qui ont quitté le cursus scolaire. Ces formations techniques d'une courte durée permettront à ces jeunes d'intégrer vite le marché de l'emploi. Ils bénéficieront des formations comme la santé, l'électricité, la construction, des métiers qui répondent aux besoins du marché de la région. Les responsables de la région, de l'éducation, des notables et les représentants de l'ADDS ont suivi donc le lancement de cette initiative. Cette initiative est lancée par le MENFOP en collaboration avec l'Agence nationale de développement social, l'ADDS. Ces formations dureront donc 5 mois. Sport à présent, où le stade Goulet a abrité ce matin une cérémonie de remise de tapis et judogi en faveur de 9 CDC de la capitale. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du président de la Fédération de judo et discipline associée, Faisal Abdelrahman Abdelraqib, qui est le donateur. Par ailleurs, rappelons que la Fédération de judo a reçu un don japonais d'une valeur de 12 600 000 de nos francs composés de 394 tapis de judo, 600 kimonos d'entraînement, 100 kimonos de compétition internationale ainsi que plusieurs autres matériels de renforcement. Écoutons
Abdou Bouran Kanano, président de la fédération de karaté. Je tiens vraiment à remercier la fédération de judo et puis l'ambassade japonaise et en même temps je rappelle aussi un remerciement aussi au secrétaire d'État. Pour clore l'actualité nationale avec cet avis de recherche, la famille Salah Hassan recherche leur fils nommé famille Salah Hassan, porté disparu depuis hier. Il s'est égaré donc de son domicile familial, en l'occurrence Balbala, quartier communément appelé quartier T3. Il est âgé de 10 ans, sa dernière apparition était donc il y a quelques semaines. Il a une instabilité donc mentale. Il est prié à toute personne qui rencontre ce jeune homme d'appeler le numéro 82 22 80 ou le commissariat central le 21 35 27 61. Et de là, nous passons aux nouvelles à travers le monde. En Égypte, 2 anciens présidents au tribunal. Sur ces images, Hosni Moubarak, ancien président égyptien, aujourd'hui âgé de 90 ans, renversé en 2011 à la faveur d'un soulèvement populaire dans le cadre du printemps arabe. Il était entendu ce mercredi au Caire comme témoin dans une affaire d'infiltration des membres du Hamas palestinien et du Hezbollah libanais en Égypte. Présent dans le box des accusés, un autre ancien président égyptien, Mohamed Morsi, dont c'était la première apparition publique depuis sa libération en mars 2017. D'après le parquet, le Hamas et le Hezbollah auraient participé début 2011 à un assaut contre des prisons, assaut qui ont permis l'évasion des membres de l'organisation des frères musulmans, dont l'ex-président Morsi, détenu et condamné à plusieurs reprises depuis 2013 et sa destitution par l'armée. Hosni Moubarak a demandé l'autorisation de l'actuel chef de l'État, Abdel Fattah al-Sisi, de révéler des informations sensibles sur des attaques durant la révolution impliquant, selon le parquet, les frères musulmans, le Hamas palestinien et le Hezbollah libanais. Je vous le disais en titre, cette visite surprise du président américain Donald Trump en Irak, le président américain et son épouse Melania aux côtés des soldats américains en Irak, au lendemain de Noël, le président des États-Unis a effectué une visite surprise sur une base aérienne dans la province d'Al-Anbar. C'est la première fois depuis son arrivée à la Maison-Blanche que Donald Trump se déplace dans une zone de conflit. Ce déplacement intervient une semaine après sa décision de retirer les troupes américaines de Syrie. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.